Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Nicolas Bourgerie, qui est le CEO de TeachUp. Il va nous parler d'intelligence artificielle et les intelligences artificielles qui sont tant prédictives que génératives. Et ça, c'est intéressant. Donc, sa présentation, elle va être riche en cas pratiques. Il y aura pas mal de démonstrations. Et à la fin, comme il l'a dit, on va faire une petite série de questions. À toi, Nicolas. Merci beaucoup, Lucie. Beaucoup de cas, beaucoup de comment, mais en réalité, derrière le comment, ce qui m'intéresse de partager avec vous aujourd'hui, c'est le pourquoi. C'est pourquoi on a fait les choses comme ça, pourquoi il y a tel ou tel élément de parti pris, parce que je trouve que c'est ce qui fait progresser ensemble dans la démarche de développement de nouveaux usages en matière de pédagogie. Ça fait longtemps que je suis dans le domaine de la formation et donc je suis ravi aujourd'hui de parler d'un sujet dont on a beaucoup entendu parler partout, tous les stands, mais pas que. Parce que vous allez voir que les choix qu'on a fait, c'est des choix de pas de côté. Parfois on a fait 50, 100, 200 expérimentations pour trouver quelque chose qui était à peu près bien. Parfois on n'y est pas arrivé. Et je vais aussi vous montrer des choses qu'on n'a pas bien réussies et vous expliquer pourquoi on pense qu'on les a pas bien réussies et où on aimerait les amener pour qu'elles soient super chouettes. Parce que peut-être que dans la salle, il y en a qui auront envie de nous aider à travailler sur comment les réussir ensemble, parce qu'on se rend compte à quel point, sur ces sujets, il faut y aller ensemble et il faut y aller en collaboration et pas tout seul. Et je pense que ce qu'on a le mieux réussi, on l'a fait avec certains d'entre vous dans la salle. Et j'en suis fier parce que je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à innover. Alors, tu as raison, Lucie, on a un parti pris très fort aujourd'hui dans l'organisation, c'est d'avoir développé depuis plusieurs années des IA prédictives dans le cadre d'une technologie. Alors, c'était un parti pris parce qu'il y avait un enjeu à individualiser l'apprentissage en temps réel, à faire en sorte que chaque personne puisse avoir un contenu qui s'adapte à son besoin. Mais on a choisi d'étendre évidemment cette puissance dans l'approche pédagogique avec des éléments dont on entend beaucoup parler, dont on voit beaucoup de choses. Je pense qu'on est tous passés par la courbe de waouh, et puis quand on regarde vraiment, on se dit ah. Et en fait, c'est important de maintenant revenir dans une courbe progressive de l'excitation initiale à la petite déception de ce que ça donne, à comment on arrive à cranter pour faire monter. Je trouve qu'il y a un enjeu à se dire comment on le fait ensemble pour faire cranter ça, quelle place nous on a dans la pédagogie, quelle place nous on a dans la conception, dans l'ingénierie, où on veut avoir de la place, où c'est important qu'on en ait pour qu'on n'ait pas une platitude absolue dans les contenus qui sont proposés. Parce que le côté magique du bouton sur lequel j'appuie, j'envoie mon doc, etc., on l'a tous vu plein de fois ici, on l'a tous fait. Dans tous les acteurs, on a commencé par faire ça, et quand on regarde bien ce que ça génère, on génère quelque chose qui est très très linéaire, très plat, qui se ressemble, et ça se voit. Et donc il y a un très fort enjeu à faire autre chose autrement pour avoir une vraie intensité pédagogique, technique, rédactionnelle derrière les éléments qui sont générés. L'IA prédictive, je voulais commencer par ça parce que c'est quand même un parti pris. C'est bien aussi que vous l'ayez en tête parce qu'il y a beaucoup d'innovations d'IA génératives qui sont en lien avec ça. C'est le principe du machine learning, c'est que vous avez énormément d'éléments de contenu. Alors de plus en plus de technologies utilisent cette approche, c'est le cas chez TeachUp, de capter toutes les interactions qu'on a avec un écran en temps réel. Et au fur et à mesure que l'apprenant apprend, développe des réflexes, fait des exercices, s'entraîne sur des cas, on capte les interactions pour venir choisir le meilleur cours, la meilleure question, le meilleur niveau de difficulté. On va choisir le bon jeu sur la difficulté par rapport à l'expertise de la personne. On va choisir les meilleures mauvaises réponses ou les meilleures activités et même la meilleure explication possible. Et on va voir que le génératif appliqué à ça permet d'aller assez loin dans une démarche d'apprentissage sans couture qui est assez intéressante. Un module, c'est une quinzaine de milliers de chemins et derrière ça, ça vient, parce qu'une IA, elle est branchée pour venir servir un objectif, faire réussir les personnes, c'est notre première intention. Les faire réussir et les faire aller au bout, c'est notre deuxième intention. Et aller au bout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on voit quelqu'un en difficulté, on va simplifier les jeux. L'IA va choisir les jeux qui sont plus accessibles, va choisir des réponses qui sont pertinentes et on va petit à petit améliorer ça et le faire réussir dans le temps qui est le plus optimisé. Alors ça, c'est ce qu'on a longtemps... ça fait longtemps, pour ceux qui nous connaissent, qu'on a partagé ça. Et là, je vais vous partager 5 cas pratiques qui sont des zooms qui permettent d'aller assez loin dans la démarche d'innovation quand on parle de conception pédagogique via l'IA. Alors pour faire l'exercice, on a pris un module très technique sur lequel les IA génératives ne sont pas hyper fortes et sur lesquelles il manque beaucoup de bases de connaissances parce qu'en réalité, quand vous créez vos propres modules sur mesure, il y a un fort enjeu à ce que ça parte de vos propres contenus, de votre propre ADN, de vos propres éléments que vous avez dans l'organisation par rapport aux objectifs. Et donc l'approche qui consiste à automatiser les éléments, c'est le premier élément d'innovation, c'est que les IA génératives, on en a fait des options. C'est-à-dire que en fait, c'est des éléments que vous activez, que vous n'activez pas, et quand bien même vous l'avez activé, vous dosez où vous voulez vous en servir. Donc un des partis pris très forts,
et on l'a fait pour que vous gardiez toujours la main, qu'on garde toujours la main. C'est que vous choisissez sur quoi vous voulez le mettre. Il y a énormément de contenu, alors ça c'est des choses que vous connaissez, et nous on veut absolument laisser aux auteurs le fait de choisir les contenus, la scénarisation pour le moment, parce qu'appuyer sur un bouton, laisser une IA scénariser, il manque les intentions, donc on a choisi, alors on est aidé, mais on a choisi de le laisser. En face, pour générer tous les jeux pédagogiques, on travaille l'automatisation, des choses que vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des contenus, sur ces contenus vous mettez un sujet qui est en lien avec l'objectif, et en fait ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que tous les contenus sont vectorisés, donc sont transformés en code mathématique qui va permettre d'aller chercher où dans le contenu on a un élément pertinent en lien avec l'objectif pédagogique et l'élément qu'on veut aborder. Et donc l'IA va vous proposer des questions, des réponses, des activités pédagogiques qui sont essentiellement, voire exclusivement si vous le choisissez, tirées de vos contenus. Vous pouvez choisir de changer les mauvaises réponses si vous trouvez qu'elles sont peu pertinentes et que ce n'est pas des erreurs courantes que vont faire les apprenants. Ça vous les homogénéise. Vous avez des éléments assez intéressants, c'est que l'IA va vous construire une explication spécifique à cette question qui s'inspire de vos contenus et de vos cours. Donc vous avez des éléments très spécifiques qui sont rédigés de telle façon que ce soit assez léger à lire qui ont été proposés. Vous avez des façons larges, standards ou strictes, d'apprécier si finalement cette question elle est très importante, il faut être très précis ou pas dans l'appréciation des jeux. Et derrière, vous choisissez les jeux que vous voulez activer ou pas. Et l'IA va proposer énormément de possibilités d'interaction automatiquement sur smartphone, tablette et PC. Et vous choisissez celle qui vous va bien. Et en fait, l'apprenant, quand il va se développer, il aura une interaction qui aura été automatiquement générée, dont la difficulté aura été choisie par l'IA. Et une explication qui va être proposée dans la foulée. Évidemment, l'apprentissage permet de créer ces 15 000 chemins possibles en environ une trentaine de minutes avec de l'intensité pédagogique des ingénieurs. C'est-à-dire que sans l'input de contenu que vous mettez, sans les apports sur les sujets, les objectifs, etc., sans le dosage de où vous voulez mettre l'IA ou pas, la qualité est médiocre, c'est du ChatGPT. En revanche, ou autre IA, parce qu'on utilise maintenant d'autres IA, en revanche, si vous allez sur le fait de bien choisir les écrans, les contenus, de bien doser, de bien choisir les contenus de cours que vous allez mettre, de vraiment apporter cette ingénierie pédagogique amont, vous aurez une qualité qui sera de très bon niveau. Je vais vous montrer en direct ce que ça fait, après des dizaines de tests. Côté apprenant. Alors, avant d'aller côté apprenant, je voulais quand même vous montrer quelque chose qui est assez intéressant, parce que c'est quand même le marché qui va vers ça. Ça veut dire que même si c'est déjà là et qu'on a déjà expérimenté, on est quelques-uns à avoir déjà franchi ce petit pas, c'est d'aller chercher dans les contenus, et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de contenus vidéo, beaucoup de contenus audio, beaucoup de sites, n'importe quel type de contenu sur lesquels l'IA générative a travaillé. C'est-à-dire que là, il y a une vidéo, vous voyez, la vidéo, l'IA générative est passée dans la vidéo, ça l'a retranscrit, on est allé chercher l'information dans la vidéo, on est allé chercher la question dans cet élément-là, et en fait, ça vient scanner la vidéo en texte. On est même capable d'identifier à quel moment dans la vidéo on parle du sujet, qui permet à l'apprenant de ne pas revoir toute la vidéo, mais d'aller chercher l'endroit spécifique sur lequel on va pouvoir avoir l'information. Donc en fait, il y a un élément assez intéressant là-dedans, parce qu'on est capable de le faire sur des vidéos, donc ça crée des interactions de qualité sur de la vidéo. Ça crée aussi des interactions sur vos sites. Vous savez, vous avez pour certains des Teams, des sites web, des éléments sur lesquels vous avez beaucoup de contenu. Et en fait, ça va aller chercher sur le contenu un élément qui n'existe pas dans une base générative. Et en fait, ça va scanner le site. Dans le site, on va mettre par exemple le nom de l'avion d'Airbus qui a je sais pas quoi, enfin bref, un truc qui ne peut pas être inventé par une IA générative en temps réel, sauf si elle a la base de connaissances du web dans l'absolu. Et en fait, ça va aller chercher la question pertinente par rapport à l'objectif pédagogique en lien avec ce sujet qui est à l'intérieur du site. Et c'est vrai pour tous les types de contenus. C'est-à-dire que vous mettiez des PDF, des Word, des PowerPoint, des vidéos, etc. etc. En fait, on rentre dans une phase où on sait que l'IA sera capable d'aller chercher de la donnée à l'intérieur. Ça pose plein de questions liées à la donnée. Et donc ça veut dire qu'on a énormément de questions tous ensemble à se poser sur comment on travaille la souveraineté des données, comment on travaille l'APIisation pour chercher des blocs d'éléments qui sont uniquement dans vos organisations. Comment, grâce aux API, on va sécuriser cette façon de le faire. Actuellement, on utilise OpenAI comme tous les acteurs qui sont ici ou quasiment. On est en train de travailler des partenariats avec des Mistral pour aller chercher d'autres façons de le faire sur lesquelles on aura un contrôle très fort. C'est hyper intéressant et hyper important parce que ça va être une question centrale qu'on va devoir se poser et qui permet quand même d'avoir une variété d'éléments qui est assez significative. Dans l'approche apprenant cette fois, en fait, on va se retrouver dans des types d'expérimentations qui sont assez intéressantes sur l'approche coaching en temps réel.
C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est en train d'arriver, c'est que vous avez injecté vos contenus, vous avez injecté vos jeux, ça vous a aidé à les créer, vous avez choisi les types d'exercices que vous vouliez proposer, vous avez validé des types d'explications qui étaient pertinentes, vous avez mis vos cours. On se retrouve dans des situations où il y a un petit coup d'après, un élément qu'on montre ici, alors qu'on a pris nous avec un angle, on a dû faire 100, 110, 115 versions pour arriver à cette stabilité. C'est quand vous répondez à la question, donc là, que remplace le réservoir hydrogène, blablabla. En fait, l'IA va formuler une réponse adaptée à votre réponse. C'est-à-dire qu'en fait, il va vous inventer, il va vous expliquer pourquoi, par rapport à votre réponse, c'était pas ça. Et comment vous pouvez mémoriser l'élément en partant de tout ce que vous avez répondu avant, de votre niveau d'expertise sur le sujet, en inventant la meilleure explication possible. Si elle ne vous satisfait pas, vous appuyez sur le bouton et ça vous en propose une autre, avec un autre angle de vue. Et c'est là où vous allez avoir la main pour choisir le type d'interaction que vous voulez avoir, le degré de fun, le degré de... Alors c'est toujours très rigoureux dans le fond, mais on peut aussi choisir des degrés d'expérimentation pour aller chercher quelque chose qui vous ressemble. Et vous pouvez aussi ne pas l'activer. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça vient aussi renforcer un élément qui est assez important quand on apprend, c'est l'encouragement des apprenants. C'est-à-dire quand vous répondez à une question ou à un exercice pour vérifier que c'est OK et que vous êtes bien dans la dynamique, en fait l'IA va venir vous chercher pour venir vous féliciter, venir vers un pont avec quelque chose que vous avez fait avant. Quand elle voit que vous êtes trompé 3 fois d'affilée, elle va vous proposer un encouragement avec un exercice adapté. L'intérêt évidemment, c'est de vous faire réussir et de vous donner envie d'aller au bout. Et donc dans les démarches d'apprentissage, il y a cette simplicité, mais il y a aussi cette valorisation de l'individu qui vient uniquement de vos partis pris. C'est-à-dire que si en amont, vos partis pris ne sont pas OK, en fait, vous allez avoir une IA qui va vous proposer des choses qui vont être ici assez linéaires, assez plats. Si vos partis pris ou votre intensité dans les contenus est forte, vous aurez quelque chose de très bonne qualité parce qu'il y a énormément de prompts pédagogiques qui ont été adossés aux outils traditionnels d'IA. Le dernier élément que je voudrais vous montrer avant de terminer sur une ouverture, c'est quelque chose qui me tient à cœur mais qui n'est pas encore bien exécuté, mais qui va l'être au fur et à mesure qu'on avance. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur un exerciceur en fait. On s'est dit il y a un très très fort enjeu à bouger le curseur de fer dans l'apprentissage. Dans le cas des parcours blended, on trouvait que les personnes ne passaient pas assez de temps à pratiquer, à faire sur le terrain, à s'entraîner à faire des choses. Et donc à résoudre des problèmes avec les connaissances, et qu'il y avait un très très fort enjeu à aller plus vers ça dans le futur de la formation. C'est-à-dire que le futur de la formation désirable pour développer réellement la compétence passera pas uniquement par l'acquisition de connaissances, pas uniquement par l'aspect collaboratif, mais aussi l'aspect pratique dans l'apprentissage et le développement des compétences. Et en fait, ce que je vais vous montrer là, c'est un exemple de parcours, on s'en fiche d'où il sort, mais c'est vrai que dans vos parcours, vous avez énormément de contenus variés. Vous avez des évaluations, des e-learning, des documents, des moments synchrones, des vidéos. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est capable de vectoriser ces contenus pour les avoir comme socle de contenu et socle de connaissances. Ce qui est super intéressant, ce qui arrive et ce qui va être un élément un peu game changer dans l'avenir des prochains mois que vous aurez à vivre, c'est qu'on va pouvoir travailler sur mesure pour les organisations dans le fait d'avoir des entraîneurs, donc des coachs, des learning coachs que vous allez vous-même paramétrer. Des approches qui vont inventer des exercices pertinents pour des apprenants en situation d'apprentissage. Alors, je voulais faire un pas de côté sur les 3 sujets pour qu'un learning coach soit à haute valeur ajoutée, parce que je sais que dans la salle, il y en a certains qui le font, il y en a certains qui tentent ça dans les organisations. Il y a des grands groupes qui tentent le fait de développer leur propre learning coach avec des approches plus ou moins différentes. Nous, notre approche, c'est d'aller chercher plus d'exercices, plus de faire, parce qu'on croit que demain, à la formation, on devra passer 50, 60, 80% du temps à faire des choses et pas à apprendre au niveau théorique des choses. Donc un fort enjeu à bouger ce curseur-là. Dans l'approche, on s'est dit qu'il faut faire 3 choses. Premier élément, c'est qu'il faut utiliser la technique à un bon niveau en partant du contenu des experts. C'est-à-dire que le contenu général qu'on trouve sur le web quand on met une thématique, enfin moi je sais pas vous, mais moi je suis très déçu par le contenu très généraliste de la plupart des IA génératives quand je vois ce qui sort en banalité et en éléments qui ne donneront pas à vos apprenants envie d'apprendre si on parle là-dessus. C'est-à-dire que si le contenu des formations de demain, e-learning ou présentiel, sont basés sur ces contenus génératifs, je pense que vous allez perdre beaucoup d'engagement chez vos apprenants, tellement on a de platitudes. Donc un très fort enjeu, c'est quand même de partir du contenu de vos experts. Ça veut dire vectoriser les contenus que vous avez déjà dans l'organisation. Le deuxième enjeu qui me tient à cœur, c'est peut-être le plus important, c'est d'avoir des partis pris pédagogiques. C'est d'avoir un ADN pédagogique, c'est d'avoir votre couleur pédagogique, c'est d'injecter dans tous ces éléments qui intègrent de l'IA, vous, votre personnalité, le tempérament avec lequel vous voulez le faire, l'intention que vous avez au niveau péda, la couleur, même des petits détails qui font la différence. Alors, on peut par défaut y mettre énormément d'éléments qui sont en lien avec les sciences cognitives et les biais cognitifs, parce qu'on peut aller chercher des éléments qui apportent de la valeur. Mais ça sera aussi à vous d'apporter votre ADN pédagogique pour aller un cran plus loin, parce que sans ça,
il n'y aura pas de saveur, il n'y aura pas d'engagement. Donc un très fort enjeu à aller vers ça. Et le dernier élément, dans l'exemple que je vais vous montrer, c'est évidemment utiliser la puissance des IA génératives, mais entraînées. Pas des IA génératives génériques qui sont en mode plateau, c'est des IA génératives qu'on a entraînées à s'améliorer en continu. Ça veut dire quoi s'entraîner? Ça veut dire que pour qu'une IA soit capable de générer un exercice et de bien coacher un apprenant, il faut l'entraîner. Ça veut dire que nous, on lui envoie des exemples d'exercices, on lui donne des feedbacks sur des exercices, on essaie de faire en sorte de l'améliorer en permanence. Et demain, ça sera votre rôle, en tant qu'ingénieur pédagogique concepteur, de pouvoir entraîner l'IA avec vos parties pris, avec vos exercices, avec le feedback que vous lui donnez. Ça veut dire que la valeur, cette valeur humaine qu'on met dedans, elle est essentielle parce que l'IA n'est pas intelligente, c'est des maths. Et les maths, c'est pas intelligent dans le sens du développement qu'on veut aller chercher dans les compétences. En revanche, rédiger des exercices pertinents dans un contexte, lui dire ce qui est OK, pas OK, lui donner des indications de ce que vous trouvez aligné avec l'intention que vous aviez dans votre module ou pas, ça va être des éléments un peu game changer. Je vous montre une application qui n'est pas au bon niveau encore, mais c'est pas grave, je vous la montre parce qu'en fait c'est ça aussi qu'on veut générer dans la salle. Il y en a peut-être parmi vous qui vont dire, nous on a envie d'y aller, on a envie de tenter le fait de faire un exerciceur, nous on a besoin aussi d'avoir plein de cas sur lesquels le faire. On a 400 clients, il y en a plein qui sont là, il y en a peut-être parmi vous qui auront envie d'être un peu bêta-testeur dans cette approche, c'est de se dire, quand j'apprends, l'exerciceur dans mon parcours, vous savez, qui arrive à un moment donné, il s'inspire de tous les contenus qui étaient avant et il va être capable d'indiquer. Alors nous pour l'instant on le fait à la mano, on demande à la personne quel est son rôle. Donc la personne met son rôle, on peut poser les questions qu'on veut dans l'exerciceur. Donc je mets mon rôle, je mets mon contexte professionnel, je peux avoir autant de curseurs que je veux. Et une fois que j'ai mis ça, en fait l'exerciceur, je dis qui je forme, donc là parce qu'on l'utilise aussi dans des écoles ou dans des grandes écoles. En fait le coach va me proposer des exercices d'application. Là on est sur comment, vous êtes un public de formation, comment j'utilise l'IA en formation. Et en fait, le coach va vous proposer des exercices d'application. Donc des défis à réaliser sur le terrain qui sont inspirés de tous les contenus, qui sont inspirés des questions auxquelles j'ai répondu, qui sont inspirés de tout ce que j'ai fait dans le parcours de formation en amont, qui identifie quels sont mes points d'écart par rapport à la compétence que je vise et qui va doser des exercices pertinents pour venir apporter par des interactions des éléments soit visuels, soit textuels qui me donnent envie de m'engager. Donc l'intérêt évidemment à travers ce type d'approche, c'est de développer la part du faire, d'avoir un bot qui va proposer cet élément-là, de savoir dire aussi quand il ne fonctionne pas pour que les formateurs puissent prendre le relais quand ça ne marche pas, que vous puissiez être inspiré de tout ça pour venir mettre au bon équilibre vos apports et les apports de l'IA, sachant que dans cette démarche-là, il y a aussi plein de choses en matière d'approche coaching, façon de poser des questions, façon de débriefer, qui sont des éléments qui sont un peu nouveaux et sur lesquels je pense qu'on n'ira pas non plus à un niveau humain avant très longtemps, parce que la technologie, elle est aussi limitée par la façon dont elle fonctionne, c'est-à-dire une prédiction de mots qui est mathématique. Donc plus on l'engage avec des éléments culturels, évidemment, plus on a de valeur. Alors pour terminer sur ces sujets, moi je pense qu'il y a un enjeu fort dans le secteur à se battre contre la platitude de l'IA générative par défaut. C'est-à-dire que mettre mon contenu, appuyer sur un bouton, avoir une première intention, je pense qu'on va tous être déçus et qu'il y a un enjeu très fort à ne pas faire que ça. Et donc à aller vers des approches pédagogiques, technico-pédagogiques dans lesquelles on a plus de poids, on a plus la main, on a plus d'intention et à la fin plus de parti pris pour que les choses existent. Sinon on va se retrouver avec un truc très plat et je pense qu'on se revoit dans un an et on va se dire waouh, l'IA c'était tout pourri. Mince, le e-learning ne marche pas, le digital learning n'est pas engageant, la formation d'entreprise ne marche plus. Et donc on a déjà une crise d'engagement et d'adhésion dans les organisations. C'est pas le moment de compléter les catalogues avec des formations qui sont d'une platitude absolue sur les contenus génériques. Je pense qu'il y a un enjeu à pas s'engouffrer dans la quantité, mais garder cette logique de qualité qu'on veut avoir en laissant la place aux partis pris et aux apports à chaque fois que c'est possible. Et donc aller chercher ces partis pris, aller challenger les acteurs de marché pour que vous les ayez tout le temps sous les yeux et que vous puissiez désactiver l'IA quand vous voulez. Je pense qu'il y a un très fort enjeu aussi à rester maître, souverain dans notre façon dont on prend ces sujets. Le troisième élément, c'est laisser les équipes choisir et pas subir, y compris les apprenants. C'est-à-dire que les apprenants peuvent refuser d'avoir les explications générées par l'IA et aller chercher le cours de leur formateur. Et c'est OK. Nous, on a toujours gardé cette option dans le développement du produit pour que systématiquement les auteurs comme les apprenants gardent la main. Être transparent dans les intentions, je pense qu'il n'y a rien de pire de donner l'impression qu'il y a un formateur ou un coach en face alors que c'est tout pourri. Impossible. Impossible. Je pense qu'il y a un très fort enjeu à venir expliquer que c'est une IA générative qui est en train de générer le truc, que possiblement il peut y avoir dans des formulations des éléments qui ne sont pas OK. Alors c'est vrai qu'en l'entraînant, en le dosant, en y apportant de la valeur, on arrive à des choses qui sont de nature à moins avoir cette impression, d'avoir un peu ce côté sans couture. Et néanmoins, on n'aura jamais la qualité d'un être humain avec ses erreurs et ses intentions. Utiliser la data pour prendre des meilleures décisions, c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer au niveau de la donnée. Parce qu'en fait, on a des milliards de données sur les apprentissages anonymisés.
ça permet, quand vous créez un module, quand même de vous donner des conseils très très pertinents sur le nombre de jeux, d'activités, la longueur des contenus, la façon d'amener les sujets pour que la complétion soit maximisée, pour que la maîtrise soit maximisée, pour que l'attention et le temps soient optimisés. En fait, l'IA est capable, en prenant le dernier million de formations, nous on le fait toujours sur le dernier million de formations jouées, de capter la donnée pour faire des recommandations pertinentes. Et donc ça veut dire qu'en fait cette donnée-là, qui est invisible, elle a une chance immense, c'est qu'elle nous donne des conseils pour pouvoir faire quelque chose qui pourrait être optimisé. Ça nécessite parfois de ne pas l'écouter et de faire comme on a envie de faire, parce que c'est ça aussi qui va donner de la vie. Donc elle n'est pas imposée, elle est suggérée. Donc ça sera à vous aussi de temps en temps de faire des pas de côté et d'innover en ne respectant pas les conseils que vous donneront les IA dans les technologies, évidemment diffusables dans tous les domaines, mais je pense qu'il y a un fort enjeu parce que au niveau de la multidiffusion, on se rend compte que les apprenants ont, et ne serait-ce que par rapport à l'accessibilité, je donnais une conférence tout à l'heure sur l'accessibilité, on a 24% des personnes qui sont en déficit d'accessibilité sur les sujets. Je pense qu'il y a un très très fort enjeu à aller vers de la multidiffusion, que tous ces outils-là soient accessibles dans plein de formats différents pour servir des propos et des usages qui pourraient être différents demain en blended et en hybride. Donc si vous voulez aller plus loin, alors évidemment il y a le livre blanc de Lucie qui est une référence et donc on ne le mettra pas au même niveau, mais on a quand même fait l'effort avec Capgemini, Quantmetry, des clients qui sont là, de rédiger En fait on a pris les 10 questions qu'on nous a le plus posées en 2023. Et en fait, les 10 questions qu'on nous a le plus posées, on y a répondu avec des personnes qui sont très pointues sur ces questions. Et donc, on a essayé de le rendre très opérationnel. Donc, c'est un livre blanc. Alors, il est un peu dense, mais il y a beaucoup d'engagement de la part des personnes qui sont rentrées dedans. Et ça part de vos questions et des questions qui étaient très, très souvent là pour pouvoir bouger les lignes sur l'utilisation de l'IA dans la formation. Donc, bon, il y avait Raphaël qui devait être avec moi. Il n'est pas là, mais vous avez son mail pour ceux qui venaient pour lui. Et si vous voulez aller un cran plus loin, évidemment, on peut aller sur le stand N30 où on est présent aujourd'hui. Et on peut laisser place aux questions s'il me reste un petit moment, Lucie. Un grand merci, Nicolas, pour cette intervention. On va en effet... Allez-y. Il y aura une autre phase d'applaudissements, hein, juste après. Donc, juste pour rebondir sur ton livre blanc, je trouve ça super intéressant parce que ton livre va reprendre vraiment des questions récurrentes que tout le monde se pose dans cette salle. Donc, c'est très bien. Et en effet, mon livre, lui, il est complémentaire parce qu'il est pratique. Les questions. Ce que j'ai bien aimé dans ta présentation, en attendant que je me dirige vers la personne qui pose la question, c'est que du coup, tu approches les 3 niveaux de la taxonomie de Bloom. Tu approches les 2 premiers niveaux un peu par de l'automatisation, mais le 3e niveau sur l'application. Et ça, c'est très intéressant. Merci. Et merci pour votre intervention. Bonjour. Bonjour. J'ai une question qui porte peut-être davantage sur l'adaptive learning que sur l'IA réellement. Et donc ma question, c'est pour avoir venir de faire l'acquisition de votre solution que je me pose en équipe, c'est individualiser les parcours de formation grâce à l'adaptive learning. C'est parfait, c'est très bien. Vous parlez de learning coach, je trouve ça très intéressant également. Je viens de l'apprendre, donc c'est intéressant. Une des questions qu'on se pose, c'est comment maintenir une communauté apprenante dans un contexte où l'apprenant, du fait de l'individualisation des parcours, est potentiellement isolé. Comment on favorise la pédagogie, l'apprentissage entre pairs, etc. Est-ce que vous avez une solution pour ça? Alors, c'est fondamental. Là, ce que j'ai montré, c'était des éléments en lien avec plutôt tout ce qui touche au micro-adaptive learning ou à l'adaptive learning, c'est-à-dire la création de contenus et de modules. On va chercher la pédagogie, l'apprentissage entre pairs et la communauté dans des parcours. Un enjeu fort en hybridation d'avoir de l'ingénierie dans les parcours pour pouvoir mixer des modalités qui intègrent des dimensions sociales. Donc nous, l'axe qu'on a pris, qu'on développe beaucoup, c'est la moitié de nos moyens de ce premier semestre en roadmap, c'est développer les APIisations vers toutes les technologies sociales qui existent dans l'entreprise, de faire en sorte qu'en fait on puisse faire venir l'écosystème des apprenants à l'intérieur des modules et des parcours. C'est-à-dire que pour ne pas créer une surcouche, on l'a fait, hein, on a aussi un peu de social learning dans TeachUp, on s'est vite rendu compte qu'il ne fallait pas ajouter des couches à des couches. Il y a déjà une complexité extrêmement forte dans le marché, avec beaucoup de choses qui se superposent. Et on ne peut pas être bon partout. Donc l'approche a été de dire, puisqu'on ne peut pas être bon partout, il y a déjà des acteurs qui ont poussé ce sujet-là, et notamment Microsoft, qui a énormément, ou Google, qui ont poussé l'approche collaborative dans le travail. On a plutôt pris le parti pris de mettre le paquet sur l'APIisation, et donc de venir brancher tout ce qui existait déjà dans un écosystème. Vous avez tous des écosystèmes différents à l'intérieur de la technologie,
que ce soit dans un module, que ce soit dans un parcours ou un bout dans une partie de parcours, pour venir justement répondre à cet apprentissage entre pairs, à cette valorisation collective, à cette capitalisation aussi dans les apprentissages. C'est-à-dire ce que les gens produisent, qu'ils le partagent non pas dans un module TeachUp quand ils produisent un livrable, mais à l'intérieur de l'écosystème de l'entreprise, et que ce soit plutôt cet écosystème-là qui soit valorisé plutôt que notre environnement à nous, avec des données hébergées chez vous et pas chez nous, avec cette dimension un peu souveraineté qu'on veut aller chercher. C'est un peu l'axe qu'on a donné, et c'est l'axe que vous allez trouver dans les prochains mois dans la technologie, parce que c'est ça qu'on veut aller chercher, aussi en écoutant ce qui est en train de se jouer, pour pas être dans la surenchère de features sur des sujets qui parfois peuvent ne jamais être suffisants en réalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? S'il n'y a pas d'autres questions, c'est moi qui les pose. Hein. On m'a demandé déjà si tu peux remettre la slide d'avant pour télécharger le livre blanc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, donc c'est à moi. Moi, j'en ai une sur format d'entrée, format de sortie. C'est-à-dire, ton dataset, c'est dataset client, si j'ai bien compris. Hein, vous travaillez sur les corpus clients, ce qui est très important parce que si on part sur des datasets comme celui d'un GPT, mais en fait, on peut avoir beaucoup d'hallucinations. Donc ça, très intéressant. La démonstration, je l'ai trouvée vraiment très complète, avec beaucoup de visuels. Et je me demandais, en fait, format d'entrée textuel, format de sortie, quelle est la multimodalité de l'outil TeachUp? Elle est de plus en plus large déjà, parce que format de sortie, même si on ne l'a pas vu tout à l'heure, il y a des formats de sortie vidéo. Ça va te chercher dans la vidéo le moment où on va pouvoir t'apporter l'explication visuelle dans la vidéo qui vient couvrir l'exercice qu'on vient de faire. Format de sortie image sur lequel on travaille, qui est clairement pas au bon niveau. Je ne l'ai pas montré parce qu'honnêtement, on n'en est pas fiers pour le moment dans ce qu'on arrive à sortir, parce que l'enjeu aussi, c'est de pouvoir faire des synthèses automatisées, pertinentes, visuelles pour chaque apprenant. Mais on n'en est pas là. On appuie sur un bouton, on sait faire la synthèse. Hein. On sait vectoriser un contenu, faire un truc qui va bien. On aurait pu dire, voilà, télécharger la fiche de synthèse à la fin. En réalité, c'est pas OK parce que si la qualité, la densité des contenus est pas bonne, ça le fait pas. Donc il y a un enjeu à ce qu'on travaille la data vise autour de ces sujets. Donc on a des partenaires data vise qui nous aident à faire ça. Je pense qu'on aura besoin d'encore un peu de temps parce qu'on n'en est pas là. Ça demande, t'as raison, hein, ça demande d'avoir des approches qui sont encore plus variées que ça et pas que textuelles, sachant que quand on parle de texte, on parle aussi beaucoup d'activités, de jeux et d'exercices. Et malgré tout, même si c'est du texte, et même si c'est du texte et des visuels, ça reste quand même des intentions pédagogiques qui visent à mettre les apprenants en action. Et donc, pas uniquement juste lire ou écrire, mais faire. Et ça, c'est un élément qui me tient à cœur dans le développement du produit, mais de la formation en général, en réalité. Je crois qu'il y avait une question devant Lucie, une dernière. Ah oui, là, deux. Bonjour. 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 Oui. Christine Bécard, L'Oréal. Merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais avoir votre vision sur l'utilisation justement de contenu, comme vous dites, et de travail d'IA sur le contenu. Vous parlez de vidéos, mais est-ce que TeachUp pourrait aussi travailler sur le contenu de ces vidéos ou c'est pas du tout dans le scope? Par exemple, raccourcir des vidéos, les traduire. On sait que la formation a besoin après un peu de contextualisation, raccourcissement ou autre. Donc quel est votre positionnement par rapport à ce type de capacité? Alors, il est plus dans notre démarche d'aller chercher dans les contenus très denses les parties des contenus qui sont pertinents à un instant T et de laisser les ingénieurs pédagogiques identifier, valider que déjà ce sont les bons contenus, mais pour faire gagner du temps, pas forcément reformater, etc. Parce que le reformatage est un autre métier. La retransformation, c'est un métier particulier. En revanche, injecter sa vidéo et savoir choisir le bon passage dans la vidéo pour que la vidéo ne s'affiche pas en entier, mais que de nature, en fait, on affiche le passage qui est OK et qu'on puisse le couper à ce moment-là pour venir recommander à la personne. Parce qu'aujourd'hui, si on parle à plein de moments d'un élément de contenu en lien avec l'objectif dans une vidéo, on a quand même besoin que vous, dans la salle, vous puissiez nous dire à la tech, ça c'est OK, ça c'est pas OK. Et donc de choisir pour chaque type de support, c'est vrai d'un PowerPoint, c'est vrai d'un PDF, c'est vrai d'un site web, c'est vrai de tout en fait. Hein. Je pense que c'est un certain équilibre entre l'humain et la techno. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de trouver un équilibre là-dedans, mais c'est vrai qu'on va vers ça sans transformer non plus les contenus, sauf les PDF, les PPT, etc., qui sont un peu lourds. Donc on essaie de les alléger en les transformant dans des éléments beaucoup plus visuels sur smartphone, notamment. Je crois qu'il y en avait une dernière, Lucie, là. Je suis désolée. Un très très grand merci à Nicolas Bourgerie, CEO de TeachUp, et pour la clarté de son intervention. Merci à lui. Et merci Lucie, merci à tous. Au revoir.